On va retrouver aussi Ablaye, moom nga xam ne moo ñu accompagné depuis le début de cette compétition pour nous permettre de mieux comprendre les systèmes de jeu, mieux connaître nos adversaires. Ablaye, maa ngi lay nuyu d'abord di la wax nga faram-fàcceel ñu un peu le système de jeu du Kenya. Wow, Mame Fatou, on va jouer contre le Kenya aujourd'hui et son système de jeu, on l'a vu jouer sur plusieurs matchs avec une certaine constance. Alors, on va voir tout de suite avec les images. Voilà, un attaquant, 3 milieux de terrain offensifs, dont un central, 2 récupérateurs, 4 défenseurs. Donc 4, 2, 3, 1. Et dans ce système-là, qui est très flexible, qui est très prisé en ce moment-là, très flexible, on va faire une petite description qui montre ce système-là. Voilà. C'est un 4, 2, 3, 1 qui te permet tout de suite. La flexibilité, elle est là. Il suffit que les deux excentrés les deux ailiers deviennent des excentrés pour qu'on ait un 4, 4, 1, 1. Et le 1, 1, c'est quand tu as un attaquant nominal comme 9 et un numéro 10 qui gravite autour. Et dans l'évolution, tu peux le faire en 4, 4, 2 classique avec 2 attaquants centraux. Le 4-4-2 classique peut passer en 4-4-2 en losange, que l'anglais appelle par le terme de diamond, comme diamant, où tu as un central, 2 milieux qui sont 2 couloirs, mais qui sont plus dans les couloirs intérieurs, et un 10 plus 2 attaquants. Ce même système-là, toujours dans sa flexibilité, il suffit que les excentrés soient des ailiers pour que tu aies un 4-3-3. Un 4-3-3 en triangle, dont la pointe est vers le haut. La pointe est haute. Sur ce même système-là, il suffit qu'un des milieux défensifs aille vers l'avant pour que tu aies un 4-3-3 en triangle dont la pointe est vers le bas. Et tout de suite, si les ailiers deviennent excentrés, tu obtiens un 4-1, 4-1. Voilà un peu la particularité du système avec lequel le Kenya va jouer, un 4-2-3-1, assez flexible, qui leur permettent à tout moment de réajuster. Et on les a vus à l'œuvre. Avec des variantes. Alors, un autre atout des Harambee Stars, ce sont les corners offensifs. Dites-nous pourquoi. Voilà. Sur les corners offensifs, on a vu que le Kenya a quelques atouts. D'abord, au départ, l'objectif, c'est le premier poteau. Ça, c'est une des constantes. Une fois que l'objectif est le premier poteau, tu as tout le temps un joueur qui vient gêner le gardien de but. Derrière ce joueur-là, tu as 3 ou 4 qui sont en deuxième vague pour prendre les deuxièmes ballons. Et derrière, tu as à la sortie des joueurs qui attendent le second ballon. Donc, ces Kenyans-là ont un objectif clair, c'est jouer au premier poteau. Et on s'est rendu compte que les équipes qui sont en altitude, dans les pays qui évoluent en altitude, ils ont beaucoup de difficultés à jouer sur les jeux de tête au second poteau. Et ça, c'est peut-être une question de physionomie. On peut en parler toujours. Mais l'aspect volume de jeu, va en contresens de l'aspect force de frappe de la tête. Et ça, on verra. Et sur cette action-là, on se rendra compte tout de suite que l'objectif qui est de rechercher le premier poteau et avoir de la présence au rebond a été assez réussi ici où il frappe sur le poteau. Deuxième exemple, toujours, premier poteau, frappe de la tête au premier poteau, toujours. Et troisième exemple, à la rémoise, centre au premier poteau. Et là, ils ont réussi à marquer. Pour dire qu'ils l'ont amené en Coupe d'Afrique. Sur les matchs que j'ai vus avant la Coupe d'Afrique, ils n'ont pas eu cette stratégie-là. Là, ils l'ont réussi sur cette Coupe d'Afrique-là. Voilà pourquoi j'ai pensé bon d'en parler, que le premier poteau est une priorité quand tu joues contre ces équipes-là, Mame Fatou. Très bien. Donc, une fois qu'on a parlé des atouts, on va parler de la manière de contrer ces atouts avec donc peut-être les points faibles de cette équipe kenyane. Voilà. Donc, nous allons préconiser pour comment attaquer le Kenya. Quelques préconisations par rapport à le truc. Le premier aspect, c'est le contre-attaque. Ici, on a vu, quand ils ont joué contre la Tanzanie, ils ont attaqué. Donc, passage sur le côté gauche. Et tout de suite, avec beaucoup de vitesse, ils ont su avoir la percussion. Mais les Tanzaniens ne sont pas laissés faire. Après, le gars, il est isolé, il perd le ballon. Tout de suite, on est à la récupération du basse de la Tanzanie, qui va opérer en contre-attaque sur 2 passes seulement. Dribble d'attente pour libérer de l'espace dans le dos de la première ligne de pression. Une ligne ici et des joueurs entre les lignes. Voilà. Tout de suite, le joueur, il enchaîne sur une passe qui casse des lignes, une passe dans l'intervalle pour joindre l'autre joueur qui est bien placé, mais qui est le plus loin, qui permet à l'équipe d'avancer.
Ce joueur-là fixe. Et là, dans cette fixation-là, appel dans le dos de la défense. Toujours cet intervalle-là, passe qui casse des lignes, avec un joueur kényan qui donne de la profondeur à sa défense et qui empêche le hors-jeu. Voilà. Fixation, frappe de balle, le gardien qui lâche et le but est marqué. Donc, il est clair que sur contre-attaque, on peut très bien gérer cette équipe-là. En tout cas, quand elle part, elle a la vivacité qu'il faut, elle a l'orientation du jeu avec Wanyama, elle a une certaine fibre offensive, et contre laquelle le contre-attaque peut être une solution. Le pressing également peut être une solution pour fatiguer ces R&B Stars. Tout à fait. Tout à fait. Derrière le contre-attaque, on se rend compte que le pressing, ici, beaucoup de types de pressing. Là, ils ont récupéré le ballon contre l'Algérie. Juste à la récupération, que font les Algériens? Un contre-pressing. Lancé immédiatement à la perte du ballon. Là où on l'a perdu, c'est là où on va le récupérer. Et ça les gêne énormément. C'est par rapport à des qualités techniques bien déterminées. Les Algériens récupèrent le ballon et peuvent aérer le jeu à partir de là. Et tout de suite après, ici, ce joueur-là va jouer long. Mais même dans le jeu long, le latéral va récupérer, va partir pour récupérer, la pression elle est maintenue. Il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'arrêt de course et la pression est maintenue sur lui. Voilà le résultat, il va commettre une faute. Une faute que les Algériens vont exploiter, mais de très belle manière, avec une fixation, un passage dans le dos, 1-2, passe en retrait, comme ils ont marqué contre nous exactement. Tous les joueurs braqués sur le ballon et Mahrez qui arrive, une passe en retrait, qu'il conclut largement dans le but. Toujours dans ce même principe de pressing-là, il y a le pressing du type piège le latéral. Il y a un pressing qu'on appelle piège le latéral. Ce qui se passe, c'est que là, c'est lui qui avait le ballon. Et le ballon est déjà parti en ce moment-là. Le piège le latéral, c'est un principe de pressing qui permet de donner de l'espoir à ce joueur-là et d'user de ça. Voilà. Après avoir fermé la ligne de passe intérieure, orientant le jeu vers le latéral gauche, ça c'est lui qui ferme la ligne de passe vers l'intérieur pour obliger l'axe central de passer sur le côté. Et là, zéro pression initiale, mais grosse pression sur le temps de passe. Donc le temps de passe, une fois que la passe a quitté l'axe central pour venir sur l'arrière latéral, c'est là où l'Algérien a mis la pression sur le latéral. Ce qui va se passer, sa qualité technique était avant ce qu'il est, il a perdu le ballon et tout de suite après, une grosse faute qui aurait pu être sifflée comme penalty. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au pressing. On a une équipe kenyane qui a des failles au niveau de ses arrières latéraux, qui ont du mal à gérer, à manier le ballon. Et dans ce déficit technique-là, tu as tout le temps pour les presser et pour les pousser à la faute et récupérer le ballon assez haut. Donc le pressing, mais un pressing séquencé. Tu ne peux pas le faire tout le temps. Pour moi, sur ce match-là, le Sénégal devra jouer en attaque placée. Le Sénégal devra garder le ballon, devra avoir la possession du jeu. Une fois la possession du jeu été obtenue, tu peux les pousser à la rupture. Tu peux les pousser justement à l'usure. Et l'usure aidant, tu peux justement opérer à ce qu'on appelle un pressing séquencé. Par moment, ça dépend au début du match, à la 15e minute, ainsi de suite. Mais ça, c'est l'entraîneur qui le décide. C'est les joueurs qui le décident à un certain moment. Qu'il y ait un starter qui débute l'action, mais qu'on se rende compte que sur pressing séquencé sur les Kenyans, sur des séquences bien ciblées, on peut bien faire la différence. Il y a aussi un tendon d'Achille, pour peut-être terminer sur cette équipe kenyane, c'est le gardien de but. Voilà, le gardien de but qui lâche des ballons. Qui lâche beaucoup de ballons, qui n'est pas souverain sur sa ligne. Ici, c'était contre la Tanzanie. Voilà, il sort. Voilà, en altercation avec son défenseur, il n'est pas souverain, il perd le ballon. Et juste après, le Tanzanien récupère et frappe au but. C'était avec Samata. Ici, contre les Algériens, passe décalée, frappe sur lui, main de beurre, il perd le ballon. Ici, c'est lui qui laisse main de beurre et l'autre marque. Pour dire que, et pour résumer, aussi bien les trois phases qu'on peut noter, le pressing peut payer quand il est bien séquencé. Le jeu de position, il faut y opérer tout le temps parce que c'est une équipe qui va défendre bas. Donc le Sénégal devra garder le ballon aujourd'hui. L'autre aspect, c'est que le gardien de but lâche des ballons, il a une main de beurre par moment et ça nous permettra de faire des choses. Et après cela, les contre-attaques pourront être bien exploitées, mais ça, on ne l'apprend pas à l'UCC, on ne l'apprend pas à l'équipe nationale du Sénégal qui en a fait une de ses forces, et ça depuis même 2002. Merci Ablaye.